Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de Ludo Solo. Je suis Matt et tout de suite continuons notre campagne de Midara avec l'épisode The Gauntlet Chamber 1, c'est-à-dire le défi Chambre 1. En entrant par les doubles portes qui mènent au défi, vous êtes surpris de trouver une salle calme avec un grand bassin d'eau à l'intérieur. Au début, l'eau commence à tourbillonner, puis elle monte lentement et prend forme. Elle se transforme en deux silhouettes féminines. Elle vous regarde avec des yeux brillants. Au bout d'un moment, les monstres crient en invoquant des boules d'eau rougeoyantes dans leurs mains. Et donc vous avez devant vous l'installation de la carte de ce défi composée de 4 tuiles. Et effectivement, nous avons de nouveau ici des nouvelles créatures, les Water Loa, dont donc l'élément principal est l'eau. Et comme vous pouvez le constater, nous avons un peu plus de cases d'eau que dans la partie précédente. Ici, nous avons un totem qui est obstrué par justement deux passages obstruants. Donc, on ne peut pas avoir de ligne de vue et on ne peut pas y accéder par là. Il va falloir faire le tour. Nous avons nos 4 aventuriers qui sont placés ici. Donc, Rook, Nightingale, Rémi et Zek. Et pour mémoire, donc sur l'eau, eh bien, pour sortir d'une case d'eau, ça vous coûte 2 points de mouvement en plus. Et surtout, vous ne pouvez pas dodger, vous ne pouvez pas lancer le dé noir pour essayer d'améliorer votre défense quand vous êtes dans l'eau. Alors je dis vous, c'est toutes les figurines. Et là, on va le voir, évidemment, les Water Loa, dont l'élément est l'eau, elles, ne seront pas affligées de cette contrainte. Pour ce scénario, les conditions de fin sont simples. Il faut qu'un aventurier termine ici sur le jeton exit, le jeton de sortie bleu, et auquel cas, nous irons dans la chambre 2 du défi. Ou alors, en termes de conditions de défaite, il faut que tous les aventuriers soient défaits. Si c'est la première fois, eh bien, nous aurons le droit de réessayer ce défi. Sinon, eh bien, il y a otherwise. Donc, sinon, continuez à Back to School. Et vu le titre, j'ai bien peur que ce soit game over. Ici, en termes de rencontre, de règles spéciales de la rencontre, comme d'habitude, il va falloir qu'on additionne un certain nombre de points pour chaque combattant que nous avons tué. Donc les combattants, c'est les ennemis, c'est le terme utilisé pour les ennemis. Donc ici, les Water Loa, c'est 2 points chacun, et chaque aventurier qui a été défait nous fera perdre 5 points. Alors comme nous avons ici la présence de 2 nouveaux monstres, eh bien, je vais quand même vous les présenter, ces fameux Water Loa. Et donc, elles sont au nombre de 2 par fiche. Et leurs compétences passives sont les suivantes. H2O, eh bien, la Water Loa a Arcane et Élusive. Alors, Arcane, ça veut dire qu'à chaque fois que vous effectuez une attaque physique sur elle, donc pas un sort, pas un spell, mais une attaque physique, eh bien, les symboles de vos dés, des symboles que vous obtenez sur les dés, donc les boucliers, les livres et l'étoile, eh bien ne comptent pas, n'ont aucun effet. Donc elles diminuent entre guillemets votre puissance. Donc pour Élusive, ça veut dire que ce personnage, quand il décide lui-même d'effectuer un mouvement, eh bien il ne provoque pas de break attack, c'est-à-dire quand il quitte de son plein gré une case adjacente à un de vos aventuriers, eh bien il ne provoque pas d'attaque gratuite. Ensuite, donc effectivement, le Water Loa n'est pas affecté par le terrain de type eau et ne peut jamais choisir de quitter l'eau de son plein gré. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas un malus de -2 pour chaque case de mouvement d'eau dont elle sort, et effectivement elle sera cantonnée autant que possible, à part si vous là aussi la tirez ou la poussez, elle sera cantonnée aux cases d'eau du terrain. Mais là où c'est malin, c'est que quand la Water Loa affecte un opposant avec un spell, donc elle touche, elle fait l'effet d'un spell, ou quand elle touche avec une attaque, eh bien il faut placer un jeton de type eau sur la case que la cible occupe. Donc ce qui veut dire qu'elle va répandre de l'eau et elle va agrandir en fait son terrain de jeu, et je trouve ça très malin. Et puis bon bah ici, nous verrons au cours de la partie quelles sont les différentes lignes de commande qu'elle peut avoir. Elle a une conviction avec un dé blanc et un dé bleu. Ici, chaque livre qu'elle obtient sur son lancer rajoute +1 au lancer pour toucher, attaque roll, c'est pas les dommages, mais c'est pour toucher. Elle a un dé blanc de casting, ce qui veut dire qu'elle va être susceptible de d'invoquer des sorts.
Et elle a surtout ici, pour une étoile, une Following Up qui lui permet de se soigner 2 lorsqu'elle obtient ce symbole sur un dé. Elle a 12 de vie, 9 de défense, 6 de mouvement, toujours pas d'armure, et ses attaques physiques de base attaquent avec 2 dés violets. Et donc nous allons pouvoir débuter la partie, et le premier joueur à prendre son tour, le premier aventurier à prendre son tour, c'est Zek. Donc comme d'habitude, au début d'une rencontre, on a nos 3 points d'endurance, toutes nos cartes sont relevées, non épuisées, voire même sur la bonne face, puisqu'on a eu le droit de restore les aventuriers à la fin de la mission précédente, et on a tous nos points de vie, à savoir 16 pour Zek. Zek se situe ici. Et donc clairement, eh bien, à l'heure actuelle, les Loa sont nos cibles. Et ici, nous avons un totem bleu, et il faut être en ligne de vue pour le révéler, comme d'habitude. Bon, ça sent un peu le traquenard, mais évidemment, ça m'interpelle. J'ai forcément envie d'aller voir ce qui se passe par là. Et donc, si on regarde un peu la capacité des Loa, on se rappelle qu'elles ont 6 de mouvement. Bon, eh bien, on va voir. Dans tous les cas, de toute façon, il va falloir un peu aller les chercher, puisque elles ne vont pas sortir de leur terrain de jeu favori, c'est-à-dire l'eau. Là encore, ici, c'est de l'eau stagnante. Il n'y a toujours pas de courant sur cette huile-là. Donc Zek, qui est là-bas pour sa première action, va se déplacer. Il a 6 points de mouvement de base. Juste pour voir, ici, donc la Water Loa rouge, c'est celle qui s'active en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle peut aller jusque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ok. Bon, j'aurais quand même tendance à essayer d'aller un peu plus par là avec mes aventuriers. Il y a moins d'eau à traverser, et puis on est plus près ici de ce totem pour aller voir. Donc, eh bien, il va faire 1, 2, 3, 4 et s'arrêter ici, Zek, et il va ainsi conserver ses 2 points d'endurance pour le tour suivant. Donc, prochain personnage à pouvoir jouer, c'est Rémi. Hop, on l'active. Même chose. Début de la rencontre, toutes les cartes sont redressées, on a nos 3 points d'endurance, et Rémi se situe donc derrière. Et donc Rémi va utiliser 2 points d'endurance pour effectuer ici cette habilité de Avian Flight. Elle fait un mouvement, et pour toute la durée de ce mouvement, elle a la capacité de voler. Et donc pour plus de précision sur le vol, eh bien une figurine qui a la capacité de voler ignore tous les effets des terrains, sauf les obstructing terrains, donc elle ne peut toujours pas franchir des lignes rouges. Et pendant qu'elle bouge, les figurines qui ont flight ignorent les autres figurines et ne provoquent des break attacks que des opposants qui sont adjacents à elle au début de son action. Ça veut dire que si elle prend son envol et que ici il y avait un ennemi, effectivement, sur son premier mouvement de quitter une case adjacente à cet ennemi, eh bien elle provoque le break. Par contre, ensuite, elle ne provoque plus le break parce qu'elle vole. Et donc, petite précision que je n'ai jamais évoquée depuis le début de la campagne, puisque je n'ai jamais eu à la subir. En tout cas, j'ai essayé de les éviter, et les ennemis n'en ont pas subi. Je parle des break attacks. Eh bien, il faut savoir qu'une figurine ne peut effectuer une break attack qu'une fois dans son tour. Donc, pas une fois par round, mais une fois dans l'intégralité du tour. Voilà, donc reprenons. On a vu ici que Rémi a dépensé ses 2 points d'endurance pour effectuer son mouvement en volant. Donc elle a 7 de mouvement. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour terminer à proximité de Zek, mais toujours pas dans l'eau. Rémi décide d'arrêter son tour, et il lui reste maintenant 1 point d'endurance pour le tour suivant. C'est désormais à Rook de prendre l'initiative. Même chose, début du tour, et première chose que Rook va faire, ici, on va utiliser sa discipline Mend. Une fois par rencontre, il peut gagner 2 jetons de heal. Donc il gagne 2 jetons de heal, ce qui fait que désormais, il en a 4 devant lui. Je vous rappelle, ces jetons qu'on peut défausser pour soigner un allié, enfin une figurine, qui est dans sa sphère d'influence, et on la soigne de 6. Donc ça veut dire qu'il peut potentiellement aussi se soigner lui-même avec. Et petite chose à noter, c'est qu'il en a donc 4, et c'est la limite maximum des jetons heal qu'il peut conserver devant lui. Et vous aurez noté que entre la partie d'avant et celle-ci, même si j'ai restore les personnages, eh bien il conserve les jetons qu'il a sur lui.
parce que c'est un jeton d'habilité. Ça aurait été des effets comme poison ou autre, et bien là, il les perdait lorsqu'on restaure nos aventuriers. Rook est ici, lui aussi va se déplacer, forcément. 1, 2, 3, 4. Rook, il va être à la traîne, j'aimerais bien qu'il ne termine pas dans l'eau. S'il fait de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça revient au même. Donc on va faire ça, il va ici dépenser un point d'endurance pour se déplacer de son nombre de points de mouvement qui est de 5 puisqu'il a un marteau heavy, 1, 2, 3, 4, et reste ici. Et donc oui, l'occurrence, le tag, le mot-clé heavy sur un personnage lui fait diminuer son agilité de 1 et sa valeur de mouvement maximum de 1 aussi. Et tout ça se cumule. Si vous avez 2 fois le mot heavy, vous perdez 2 cases de mouvement et 2 d'agilité. De toute façon, Rook est déjà 1 d'agilité, donc moins 1, il est à 0. On peut pas dire que ça soit un athlète qui fait de la gymnastique. Rook décide de terminer aussi et conserve ainsi ses 2 points d'endurance pour être au maximum sur le tour suivant. Ici, si on regarde la piste d'initiative, c'est désormais à Nightingale de s'activer. Et bien, comme les autres, Nightingale va forcément ici utiliser un point d'endurance pour se déplacer. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et s'arrêter là. Elle a 7 de mouvement, mais je ne désire pas la faire terminer dans l'eau. Et elle arrête aussi son round pour avoir le maximum de points d'endurance derrière et essayer de frapper les Water Loa qui vraisemblablement vont essayer, je pense, d'aller vers nous. Et justement, eh bien, désormais, c'est au Water Loa de s'activer. Et activation donc du Water Loa rouge, elle est là, elle est bien en attente. Et la première chose qu'on regarde ici, c'est est-ce qu'elle a une figure dans sa ligne, dans sa sphère d'influence, pardon, avec un effet. La sphère d'influence, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, elle va jusque là. Donc, non, aucun de nos aventuriers dans sa sphère d'influence. Par contre, elle a bien son allié, la Water Loa violette, dans sa sphère d'influence. Donc, cette condition est vraie. Et on nous dit qu'il faut, à ce moment-là, qu'elle enlève un effet négatif d'un allié qui est dans sa sphère d'influence. Si ce n'est pas le cas, eh bien qu'elle enlève un effet positif à un adversaire dans sa sphère d'influence. Donc à chaque fois, elle va d'abord regarder si elle peut aider un de ses alliés, si elle peut pas, elle va voir si elle peut gêner un des aventuriers, tout ça dans sa sphère d'influence. Là, à l'heure actuelle, il n'y a aucun effet en jeu, donc ça ne fait rien de plus. Cependant, ici, nous avons bien le terme continue down, donc on doit aller à la prochaine ligne de commande et voir si elle est vraie ou fausse. Est-ce qu'il y a plus d'un opposant, d'un adversaire qui est adjacent au Water Loa? Eh bien, non. Donc, on continue. Est-ce qu'il y a un opposant dans sa sphère d'influence? Eh bien, non. On a vu que sa sphère d'influence ne s'étendait pas assez loin. Donc, on arrive à la dernière ligne de commande du Water Loa et elle nous dit est-ce qu'elle peut bouger et attaquer un opposant à range 6? Eh bien oui, là pour le coup, elle peut se déplacer et attaquer un de nos aventuriers à range 6. Donc, elle va bouger pour être jusqu'à range 6, donc au plus loin à range 6 de l'opposant le plus proche. Et on va regarder 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les deux opposants les plus proches sont Rémi et Zek. Et il s'agit de Zek ici, qui est situé le plus en avant dans le front d'initiative. Donc, elle va viser Zek. Elle n'a même pas besoin de se déplacer, à dire vrai, puisqu'elle vise à 6 cases. Et 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, Zek est à 5 cases. Donc, elle va l'attaquer sans avoir à se déplacer. Elle l'attaque avec 2 dés violets. Zek décide de dépenser 1 point d'endurance pour effectuer une action de dodge. Et il obtient 4 boucliers, donc sa défense passe de 10 à 14. Désormais, la Water Loa peut l'attaquer avec ses 2 dés violets, et elle obtient 6 et 2, 8. Donc, elle rate, elle ne touche pas Zek. Donc, ce qui veut dire que comme elle ne touche pas Zek, eh bien, elle ne place pas un jeton d'eau sous Zek. Ceci dit, ici, elle a effectué son attaque à range 6, et du coup, elle peut continuer avec le mot-clé Ven, et elle fait une attaque à range 6 contre l'opposant qui a la valeur d'armure la plus faible. Donc, à l'heure actuelle, Zek a une valeur d'armure de 1, alors que Rémi n'a aucune armure. Donc, donc le Water Loa rouge va
attaquer Rémi avec 1, 2, 3, 4, 5, effectivement une distance une range de 6, donc elle est dedans, et elle va l'attaquer avec ses 2 dés violets. Comme Rémi n'est pas dans l'eau et qu'elle dispose sur son occulte shirt d'une capacité d'épuisement qui lui permet de dodge, eh bien elle va le faire. Donc même si elle réussit par contre à dodger efficacement, elle ne pourra pas contre-attaquer puisque le Water Loa est à distance, mais au moins elle peut tenter de se défendre. Donc c'est ce qu'elle fait. Qu'obtient-elle? Elle obtient 2 boucliers et 2 livres, donc elle passe à 12 de défense au lieu de 10. Et maintenant la Water Loa attaque. Et elle obtient 5 et 3, 8. Donc là aussi la Water Loa rate son tir et aucune attaque physique ne touche Rémi. Nous pouvons désormais activer la Water Loa numéro 2, c'est-à-dire la violette. Et même chose, on regarde la première ligne de commande. Oui, effectivement, elle a une alliée qui est dans sa sphère d'influence, mais elle n'a pas d'effet négatif. Ensuite, est-ce qu'elle a un opposant adjacent? Eh bien non. Ensuite, est-ce qu'elle a un opposant dans sa sphère d'influence? Eh bien non. Par contre, est-ce qu'elle peut bouger et attaquer un opposant, un adversaire qui a range 6? Eh bien oui, en fait, elle peut 1, 2, 3, 4. Elle peut attaquer les 4 aventuriers. Et là encore, elle va attaquer celui qui est le plus en avance en initiative, et donc c'est Zek. Donc elle attaque Zek avec 2 dés violets, et cette fois Zek ne va rien faire pour se défendre. Et elle obtient 7 et 5, donc 12. Elle obtient donc 12, et ici elle a une étoile qu'elle peut dépenser pour se soigner, mais la Water Loa violette n'a pas perdu de vie, donc elle ne se soigne pas. Elle a 2 boucliers qu'elle ne peut pas utiliser. En revanche, elle a 3 livres, donc ce qui fait qu'elle ajoute plus 1 à son lancer d'attaque. Donc en fait, de 12 plus 3, on passe à 15. Et Zek, qui n'a que 10 de défense, doit subir 5 points de dégâts. Heureusement, Zek, comme on l'a dit, a une valeur d'armure de 1, donc il ne subit que 4 dégâts et passe de 16 points de vie à 12 points de vie. Donc quand ça touche, ça pique un peu. On va poursuivre l'activation de ce Water Loa, et cette fois, eh bien, il va attaquer à une distance de 6 un opposant, celui qui a la plus faible valeur d'armure. Comme il peut toucher tout le monde, eh bien, il va de nouveau attaquer Rémi, qui est entre les 2 premiers sur le front d'initiative, le personnage qui a le moins d'armure. Et là encore, Rémi va décider de ne pas utiliser de points d'endurance pour dodge, et donc subit l'attaque. Et combien fait-elle? Et donc elle fait 7 et 5, 12. Ici, de nouveau, nous avons 3 livres qui permettent au Water Loa d'ajouter plus 3 au lancer, donc on est à 15. Rémi, qui n'a pas d'armure, subit donc les 5 points de dégâts et passe à 10 de vie. C'est ainsi que se termine l'activation des Water Loa, et nous pouvons donc prendre les cartes d'initiative, les mélanger et effectuer un nouveau tour. Et voici, donc les premiers à jouer, c'est Nightingale, Zek, les Water Loa, Rook et Rémi. Et donc, Nightingale, qui est la première sur le front d'initiative, va s'activer. Début du tour de Nightingale, pas d'effet de début de tour, pas de phase de statut à gérer, donc elle rafraîchit l'ensemble et récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Ok, donc Nightingale, ici, va utiliser déjà un premier point de stamina, d'endurance, pour se déplacer. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et arrive ici, et elle ne veut pas utiliser d'autres points d'endurance pour améliorer son déplacement. Elle termine quand même sur une case qui n'est pas une case d'eau, ce qui va lui permettre de dodger le cas échéant. Bon, effectivement, il ne faut pas qu'elle reste toute seule ici. On a vu qu'effectivement, les points de vie descendaient très vite quand vous êtes les cibles principales des Water Loa, qui mine de rien peuvent faire très mal, surtout quand on peut pas dodger. Et donc maintenant qu'elle s'est déplacée, eh bien, elle va ici utiliser le throwing knife, c'est-à-dire qu'elle va défausser cette carte pour lancer un dé violet et infliger autant de dégâts que la valeur du dé à sa cible, sachant qu'il n'y a que les armures qui peuvent diminuer ce nombre de dégâts. Et elle va décider d'attaquer ici le Water Loa violet. Donc elle défausse sa carte, et de combien va-t-elle toucher ce Water Loa? De 3. Eh ben, c'est pas fou, hein. Donc, le Water Loa violet prend 3 dégâts sur les 12 initiaux. Il lui en reste donc 9. Voilà donc pour
pour la première décision de Nightingale. Dans le même genre, elle va ici utiliser sa compétence magique Goreshot. Elle épuise ce sort de force 6 pour infliger 2 dégâts magiques et éventuellement 2 de plus parce que elle peut à ce moment-là perdre 2 points de vie pour en infliger 2 fois son niveau le plus haut du Cruor, et c'est un niveau 1, donc ça serait 2 plus 2. Ok, c'est ce qu'elle fait. Elle inflige ça. Donc, sa valeur de casting, c'est toujours violet. Il va vraiment falloir que dès que possible, je lui améliore sa capacité de sort. Et on a vu que le talisman magique, par contre, nous renforçait à chaque fois. Ok. Allons-y. Et elle obtient 3 plus 3 livres. Donc, ça fait 6 plus 6, 12. Le sort, la puissance du sort de Nightingale est de 12. Ici, on a vu que les Water Loa avaient une conviction d'un dé blanc et d'un dé bleu. Donc la Water Loa utilise un dé blanc et un dé bleu, voilà, teal, pour se défendre du sort de Nightingale qui est à 12. Et elle obtient 7 et 3, donc 10. Donc elle ne parvient pas à se défendre et subit l'effet du sort de Goreshot de Nightingale. Nightingale qui va décider de prendre 2 points de dégâts, donc elle passe à 15 au lieu de 17. Et donc infliger 4 points de dégâts au Water Loa violet, qui passe donc à 7 points de dégâts sur 12. Il lui reste donc 5 points de vie. Et Nightingale, malheureusement, va rester ici, dans cette position, en conservant ses points d'endurance pour la suite, parce que elle ne peut plus se déplacer et elle n'a que des armes au corps à corps, donc elle ne peut pas attaquer à distance. C'est désormais à Zek de prendre son tour. Zek récupère 1, 2, 3 points d'endurance. Et qu'est-ce qu'il va faire, Zek? Lui aussi, il a des couteaux, il en a même 2. Ok. Ici, il a de quoi se soigner. Bon, il est à 12 points de vie. Faire attention, ça descend vite. Donc les couteaux, il faut être dans la sphère d'influence pour les lancer. Donc à 4 cases. Bon, c'est ce qu'il va faire. Allez, Zek, il va faire 2, il va dépenser 2 points d'endurance, 1 pour faire une action de mouvement, plus 1 pour ajouter 2 à ses points de mouvement. Donc il a ici un capital de points de mouvement de 8. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Donc il est là, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est obligé de rester là. Il est obligé de rester là. Il va quand même garder ici ses 2 points d'endurance. Il va pas essayer de se rapprocher. Bon, effectivement, il ne pourra pas dodge dans l'eau. En tout cas, pour sa première décision, il va utiliser lui aussi ses couteaux de lancer. Il va aussi choisir le Water Loa violet. Et donc, il l'attaque avec un dé violet. Et il fait 7. Et ça, c'est bon, puisque ici, la Water Loa n'a pas d'armure, elle subit 7 dégâts, elle était déjà à 7 dégâts, donc on dépasse ses 12 points de vie initiaux et elle meurt. En mourant, elle permet à Zek de piocher une carte loot et il récupère 7 d'argent pour le groupe. Et ici, allez, on va suivre le nombre de créatures que l'on tue, donc on tue notre première créature. Voilà donc pour Zek. Qui va... il va pas s'embêter, Zek. Il va encore une fois dépenser son autre carte de couteau de lancer pour attaquer cette fois le Water Loa rouge. Il est bien 1, 2, 3, 4, même 1, 2, 3 de distance. Allons-y. S'il arrivait à refaire 7, ça serait parfait. Et il refait 7, c'est nickel. Bravo Zek, beau lancer. Donc il inflige 7 dégâts au Water Loa rouge, donc à qui il ne reste plus que 5 points de vie. Zek, content de ses lancers, va s'arrêter là et effectivement, est-ce qu'il a tout intérêt à conserver ses points? De toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il peut pas faire grand-chose. Donc, il arrête ici son action et passe la main aux Water Loa qui prennent l'initiative. Alors je dis les Water Loa, mais il n'en reste qu'un, c'est le rouge, et donc il va s'activer le rouge. Et
est-ce qu'il y a une figurine qui est dans sa sphère d'influence? Eh bien oui, il en a même deux, mais aucune de ces figurines ne possède un effet positif, donc on continue. Est-ce qu'il y a plus d'un adversaire adjacent? Eh bien, il n'en a aucun, donc on continue. Est-ce qu'il y a un adversaire dans sa sphère d'influence? Il en a même deux, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer un sort en priorisant l'adversaire qui a la plus basse conviction, et il va infliger des dommages magiques égales à 2 plus la différence entre le jet du spell et le jet de conviction raté. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà ici le dé de casting du Water Loa, c'est un dé blanc. Donc elle va infliger un sort, elle va tenter d'infliger un sort à l'ennemi qui a la plus faible valeur de conviction. À l'heure actuelle, Zek a une conviction de 2 dés violets, mais ici, son Utility Core lui remplace un de ses dés violets avec un dé blanc. Donc Zek a une valeur de conviction supérieure à Nightingale qui, elle, n'a que 2 dés violets et aucun équipement qui lui améliore sa conviction. Donc, le Water Loa rouge attaque Nightingale avec un sort qui a de base une force de 6, à laquelle s'ajoute 5, donc ça fait 11 quand même. Et Nightingale doit se défendre avec 2 dés violets. Oui, elle fait 14, bravo! Donc là, énorme défense magique de Nightingale qui ne va subir aucun dégât. Parfait. Et eh bien, se termine ainsi le tour du Water Loa. Finalement, c'est peut-être là, dans cette position, où il faut arriver à la mettre, c'est-à-dire être dans sa sphère d'influence, mais peut-être pas au corps à corps. On n'a pas vu encore ce que ça faisait. Par contre, le sort, quand il passe, il doit faire mal parce que il inflige 2 plus la différence obtenue entre la force du sort et le jet de conviction raté. Donc, exemple ici, on avait 12 de force pour le sort du Water Loa. Imaginons que le jet de conviction de Nightingale soit de 8. Eh bien, de 8 à 12, il y a 4. Et elle aurait donc subi 4 plus 2. Elle aurait subi 6 dégâts d'un coup. Donc, plus vous ratez, plus vous prenez cher en termes de dégâts. En tout cas, ici, le Water Loa a vraiment raté. Bravo Nightingale. Superbe défense magique. Et on doit maintenant passer au prochain aventurier sur le front d'initiative. Et il s'agit de Rook. Rook est à perpète, comme d'hab. Rook, c'est un peu le lambin du groupe. Donc Rook récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Il est à son maximum. Alors effectivement, Rook, c'est aussi le lambin, mais c'est quand même celui qui peut soigner. Et eh bien, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il va ici défausser un jeton de soin qui peut soigner dans sa sphère d'influence une figurine de 6 points de vie. Alors, il doit dépenser un point d'endurance, effectivement, mais ici, sa discipline nous dit que s'il ne le fait pas sur lui-même, eh bien, il regagne ce point d'endurance. Donc, je ne le dépense pas et je décide de soigner 1, 2, effectivement, je peux soigner Rémi, ça c'est sûr. 3, 4, 5. Est-ce que j'ai envie de soigner? Non, je vais juste soigner Rémi, donc qui va regagner 6 points de vie. Elle était à 10 et revient à 15 points de vie, qui est son maximum de points de vie. Voilà donc pour Rook. Ensuite, Rook va se déplacer et il va dépenser, alors sur un point d'endurance, on va voir ce que ça donne. Il va faire 1, 2, 3, 4 et il peut pas aller plus loin parce qu'il faut 2 points de mouvement pour sortir de cette case d'eau. Donc 4, s'il en dépense un deuxième, ça fait 6. S'il en dépense un troisième, ça fait 8. Donc il va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8. Voilà donc pour Rook qui lui aussi finit donc son tour dans l'eau, mais il s'est quand même rapproché des copains pour les aider. Voyons voir un peu ce qu'il a dans ses consommables déjà, Rook. Eh bien, il a effectivement de quoi soigner des points de vie, et redonner des points de stamina, de quoi reprendre un point de stamina, et ici il a de quoi enlever un effet sur un allié qui est dans sa sphère d'influence. Ok, bon, rien de très utile tout de suite. Voilà, donc il a ses 4 cartes consommables équipées, puisqu'il peut en porter 4 d'un coup, et il décide d'arrêter son tour ici.
Il reste désormais Rémi qui n'a pas encore eu le temps de jouer et elle s'active maintenant. Rémi récupère dans sa phase de rafraîchissement 3 jetons d'endurance et redresse ses cartes. Rémi va dépenser 1 point d'endurance pour se déplacer. Elle a 7 de mouvement à la base. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour venir adjacent au totem bleu. Et donc, elle va nous le révéler. Donc, regardons ce que nous donne le totem bleu. Alors qu'on regarde à travers le coin, on voit un coffre. On place le jeton de couleur bleue sur le côté ouest de ce totem. Malheureusement, notre joie est de courte durée, alors qu'on entend des cliquetis qu'on entend provenir du fond de la cave. Il faut faire apparaître 2 Cave Sickles sur n'importe quel espace inoccupé à l'est de la taille de la tuile UM15. Donc premièrement, on fait apparaître le jeton loot bleu à l'ouest de ce totem. Donc le nord étant là-bas, l'ouest est sur la gauche, il apparaît ici. Ok. Maintenant, il faut faire apparaître 2 Cave Sickles. Et ces 2 Cave Sickles doivent apparaître à l'est, sur n'importe quelle case inoccupée à l'est de la tuile UM15. Et la tuile UM15 est là, et l'est est ici. Donc on va les mettre ici. Voilà donc pour la révélation de ce totem bleu. On fait donc apparaître la carte des Cave Sickles juste derrière Rémi et ils vont s'activer juste après. Rémi n'a toujours pas terminé son tour. Elle va utiliser 1 point d'endurance pour épuiser sa compétence Shady Training qui lui permet de se déplacer en diagonale d'un cran, ce qu'elle fait pour venir adjacent au jeton loot bleu et elle va effectuer une action d'interaction pour le récupérer, le looter. Donc là encore, il faut qu'on regarde quel est le gain. Révélons ce que nous réserve ce loot bleu. À l'intérieur, on trouve une petite boîte qui contient 2 consommables aléatoires et de plus, il y a tout au fond une large pièce coincée. Le proctor, donc ça doit être ceux qui les évaluent, sera intéressé par ceci et on gagne donc 5 points bonus. Nous allons donc mélanger les loots et on en gagne 2 aléatoirement par le biais de Rémi. Ok, très bien. Donc on mélange, on coupe et on prend les 2 du dessous. Donc le premier c'est Bottle Blessing. On peut défausser cette bouteille pour n'importe quand d'ailleurs, pas forcément pendant son tour. Et un allié qui est dans sa sphère d'influence peut faire une des choses suivantes, soit se soigner de 3, soit relancer n'importe quel dé qu'il vient de lancer, soit de gagner 1 point d'endurance. Ok, voilà pour le premier loot. Et pour le second loot, il s'agit d'une smoke bomb. Et bien là aussi, on peut défausser cette carte et en faisant ça, on ne provoque aucune break attack jusqu'à la fin du tour. Donc Rémi a déjà 3 objets dans son sac de consommables, mais comme elle vient de gagner 2 loot, eh bien elle a le droit de rééquiper gratuitement, c'est-à-dire de les répartir. Donc elle peut conserver les 5 cartes, mais il n'y en aura que 3 actives. Elle va garder la bouteille, les couteaux de lancer et la potion d'énergie, et elle va mettre les 2 autres ici dans son pack qu'elle ne peut pas utiliser sans avoir effectué l'action de rééquiper. Cette fois, Rémi décide de terminer son tour et conserve son dernier point d'endurance. Et c'est désormais au Cave Sickle de s'activer. Et donc, activons le Cave Sickle rouge. Est-ce qu'il a un adversaire adjacent à lui? Non. Est-ce qu'il a un adversaire qui est à range 4? Non. Est-ce qu'il peut bouger et attaquer un adversaire qui est à range 4? Oui. Il va pouvoir activer Nightingale. Il suffit qu'il fasse 1, 2. Il est bien à 1, 2, 3. Même là, en fait. 1, 2, 3 et 4. Si. Il fait juste 1 de mouvement. Et 1, 2, 3, 4. Il peut attaquer à range 4 Nightingale. Nightingale décide d'utiliser son Defensive Core. En épuisant cette carte, elle peut dodger. Donc, elle va essayer d'augmenter sa valeur de défense avec ce dodge. Elle peut dodger puisqu'elle est sur une case de terre ferme. Et elle obtient 3 livres et un bouclier. Donc, elle augmente sa valeur de défense d'1. Elle est donc à 11 de défense.
Et le Kevsicle qui se situe ici a un allié dans sa sphère d'influence. Il lance donc un dé orange et un dé blanc pour attaquer à distance Nightingale et il obtient 5 et 3, 8. Donc il rate son attaque. Puis lorsqu'il a fait ça, eh bien il termine son activation. De la même manière, le Kevsicle violet va s'activer et on passe directement à la troisième ligne de commande. Est-ce qu'il peut bouger et attaquer quelqu'un à range 4? Eh bien oui, il va faire ça sur Nightingale. Il va faire 1 pour venir se placer ici et 1, 2, 3, 4. Il a bien une range 4 sur Nightingale puisque là aussi les ranges se comptent en diagonale, pas simplement orthogonalement. Et même chose, Nightingale va utiliser son t-shirt occulte pour dodger, donc elle ne pourra pas faire la contre-attaque si le dodge est successful, est un succès, mais elle peut quand même essayer d'améliorer sa défense avec un dé noir, ce qu'elle tente, et elle obtient 4 boucliers, donc elle passe à 14 de défense. Le Kevsicle violet obtient 7, donc là aussi, c'est un échec cuisant pour les Kevsicle qui, bien qu'ils arrivent par derrière, ne sont pas assez réveillés et assez performants. Les deux ont terminé leur activation et ça marque l'intégralité de la fin du tour. Nous récupérons l'ensemble des cartes initiatives que nous remélangeons. Donc, nous remélangeons les cartes initiatives et nous les faisons apparaître une par une pour connaître le nouvel ordre d'activation. La première à s'activer, c'est Rémi. Puis, il s'agit de Zek. Puis de Nightingale. Puis des Waterloa, ou du Waterloa. Puis des Kevsicle. Et on terminera par Rook. Voilà donc le nouvel ordre d'activation et Rémi va être la première à ouvrir le bal. Elle s'active. Début du tour de Rémi, elle récupère ses 3 points d'endurance et ainsi que cette compétence qui lui permet de se déplacer en diagonale. Rémi va dépenser 2 points d'endurance pour voler. Elle a 15 de vie, donc elle est largement au-dessus de la moitié de ses points de vie max et donc peut voler. Elle va donc se déplacer de 7 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en volant pour se situer adjacente au niveau du Waterloa. Et elle va ici dépenser ses 2 derniers points d'endurance pour attaquer avec sa hache de guerre. Elle attaque avec 2 dés blancs. Et je vous rappelle que la Waterloa, elle est arcane. C'est-à-dire que tous les symboles que nous obtiendrons sur les dés sont considérés comme non existants. Donc il faut lancer le plus haut possible. Ok, allons-y pour Rémi. La valeur de défense est de 9 pour la Waterloa. Et elle fait 6. Donc, gros échec. Cependant, grâce ici à sa carte martiale, eh bien, elle peut épuiser cette carte pour relancer n'importe quel nombre de dés de son pool de dés d'attaque. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle épuise cette carte et décide de relancer les 2 dés. Et cette fois, elle obtient 11, ce qui est déjà bien mieux. Alors, encore une fois, je vous le répète, ici, les icônes qui apparaissent sur les dés sont considérées comme non existants contre le Waterloa. Tant pis, parce que là, on lui aurait fait bien mal. Mais bon, on est quand même à 11 et elle a 9 de défense. Donc, on lui fait 2 dégâts. Et ici, la carte discipline Hammerhelm de Rémi lui donne un dégât physique de manière passive. Donc, on fait 3 dégâts. La Waterloa était à 8, 8 et 3 ça fait 11, donc il ne lui reste plus qu'un seul point de vie. Ainsi s'achève le tour de Rémi qui a intégralement épuisé ses points d'endurance. Ok, tant pis pour elle, mais elle aura quand même bien abîmé la Waterloa. C'est ensuite à Zek de s'activer. Zek débute son tour, récupère 1, 2 et 3 points d'endurance. Il est à son maximum de points d'endurance et je sens que Zek a très envie là aussi d'aller casser du Waterloa. Donc, il dépense un premier point d'endurance pour essayer de venir adjacent. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Et il doit dépenser un second point d'endurance pour pouvoir faire 6, 7 ici. Puisqu'il avait 6 points de mouvement de base, il en a gagné 8. Et bon, il en a un dernier qu'il n'utilise pas. Il va ici dépenser Bladeworks,
qui lui permet d'effectuer une attaque gratuite et attaque avec un dé blanc et attaque avec 2 dés blancs lui aussi. Donc ça ne sert à rien d'Empower de dépenser un point de stamina pour utiliser le dé noir, puisque a priori, comme elle est arcane, eh bien même les symboles du dé noir ne sont pas utilisables. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Donc allons-y. Et il obtient 9 piles. Bon. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ici épuiser cette carte pour pouvoir relancer un dé de combat. Et il va relancer le 4. Et il obtient 3, donc c'est pas mieux. Donc ici, il va, avec son autre short sword, épuiser cette short sword pour relancer de nouveau ce dé. Et il obtient 2, donc c'est de pire en pire. Et donc il rate complètement cette attaque. Bon, eh bien il va dépenser ses 2 points d'endurance suivants pour effectuer de nouveau une attaque, toujours sur ce Waterloa. Et on cherche à obtenir 9 ou plus. Et il fait 7, donc définitivement, il ne parvient pas à tuer ce Waterloa, qui résiste avec son dernier point de vie. Zek termine son tour. C'est désormais à Nightingale de s'activer. Début du tour de Nightingale, elle récupère un dernier point d'endurance, elle est au maximum. Elle redresse toutes ses cartes et va utiliser la compétence Goreshot pour invoquer un sort sur ici ce Waterloa rouge et espérer la tuer. Son dé de casting est violet, mais ici son talisman lui indique qu'il faut toujours qu'elle empower son sort, donc on y va. Et elle obtient 6 et 7, ça fait 13, aucun livre sur le dé d'empower, donc on reste à 13. La Waterloa, elle en l'occurrence, va se défendre avec un dé blanc et un dé bleu, et elle doit faire 13 ou plus pour ne pas subir les effets, et elle fait 10, donc la Waterloa ne résiste pas définitivement aux attaques magiques de Nightingale, qui lui fait un Goreshot, et elle subit 2 dégâts magiques. Je ne vais pas subir moi-même des dégâts pour augmenter cette valeur, puisqu'il me suffisait d'un seul dégât pour tuer ici ce Waterloa, et c'est le cas. Elle meurt, brûlée par les feux magiques de Nightingale, et disparaît de la map, ce qui permet de passer notre compteur à 2 monstres tués, et ensuite aussi de tirer une carte loot, et ça c'est cool, nous tirons la carte Unique Loot. Eh bien ça veut dire que non contente d'avoir brillamment tué par magie la Waterloa, elle a aussi réussi à looter un objet unique à partir de ce combattant. Alors, je vous rappelle, les combattants, c'est le terme qu'on utilise pour les créatures de Midara. Et donc, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à aller chercher dans le deck de cartes nommé Mundane, puisque ça, c'est notre niveau actuel Mundane, unique objet, item. Eh bien, il y en a plusieurs, en fait, Mundane Unique Weapon, il y a beaucoup de weapons, des reliques et un corps et un accessoire. Eh bien, elle va en tirer un au hasard. Donc on mélange tout ça et évidemment on va tirer par en dessous pour ne pas voir. Je vous avouerai que même moi je ne regarde pas pour ne pas tricher. Allez, hop, voyons voir ce qu'on va tirer et on s'arrête et c'est maintenant. Et elle trouve une arme et elle trouve Bearer of Justice. Donc c'est un arc qui coûte 50 à l'achat normalement, qui attaque avec un dé blanc et un dé orange. C'est une arme à 2 mains qui peut tirer jusqu'à range 6. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir enfin une arme qui tire à distance. Et donc, pouvoir passif. Si on n'a pas fait d'action de mouvement sur ce tour, eh bien notre attaque gagne +1 à notre lancer d'attaque. Si on gagne ce bonus, par contre, on ne peut pas effectuer d'action derrière. Ensuite, l'autre pouvoir passif, c'est une attaque faite contre des adversaires qui ont infligé des dommages à un allié depuis la fin de notre dernier tour, gagne 2 dommages physiques. Donc en fait, on a un peu l'esprit de revanche et on fait encore plus mal. Et enfin, on peut épuiser cette carte quand un adversaire qui est situé dans notre sphère d'influence inflige 4 dégâts ou plus à un allié, eh bien, nous lui inflige Wilt. Et qu'est-ce que c'est Wilt? Eh bien, c'est un effet négatif que l'on va infliger là, pour le coup, à un adversaire.
c'est une compétence passive qui fait que lorsqu'on attaque la personne qui possède cet effet négatif sur elle, eh bien, on lui inflige 2 dégâts irréductibles en plus et on ignore ses résistances éventuelles. Donc c'est quand même relativement costaud. Ici, pour 5 boucliers, on inflige 6 dégâts physiques en plus. Et pour une étoile, c'est 1 dégât physique en plus. Bon, et ben c'est vraiment sympa. Comme j'aime bien le talisman qui me permet d'empower aussi bien mes spells que mes attaques, je ne suis pas certain que je vais donner cette arme à Nightingale. Et d'ailleurs, elle vient de gagner ce loot. Elle pourrait se rééquiper gratuitement pour le prendre et la garder. Mais je crois que je vais plutôt tout simplement la mettre ici dans mon pack et dès que l'occasion se produira, peut-être qu'elle va le donner à quelqu'un d'autre. Je sais pas, peut-être Rémi ou... Ouais, peut-être Rémi. On va voir. En tout cas, Nightingale n'a utilisé aucun de ses points d'endurance et elle a quand même ici réussi à tuer le Waterloo qui était là. Et donc, non contente de ça, eh bien, elle va essayer maintenant d'aller tâter un peu du Kefsicle. Elle va donc dépenser un premier point d'endurance pour se déplacer de 7 cases. Et elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et elle va en dépenser un second pour gagner 2 points de mouvement et venir se placer ici, adjacent au Kefsicle rouge. Et elle va donc dépenser 2 points d'action pour attaquer avec un dé violet et un dé orange le Kefsicle rouge. Comme d'habitude, elle empower grâce à son talisman et elle l'attaque et elle obtient le crâne. Donc son attaque rate, c'est bien dommage parce qu'elle avait une attaque extrêmement puissante. Et bien comme elle a raté cette action d'attaque et qu'elle est quand même dans une situation un petit peu délicate, elle va utiliser ici Ambitious. C'est une capacité qu'elle peut faire une fois par rencontre. Donc on met ce petit jeton pour dire qu'on l'utilise. Eh bien, tous les autres alliés gagnent un point d'endurance et elle en gagne 2. Donc elle récupère ici 2 points d'endurance. J'en redonne un à Zek, un à Rémi et un à Rook. Mais l'avantage, c'est qu'elle peut de nouveau ici retenter en dépensant ces 2 points d'endurance une attaque avec un dé violet et un dé orange sur le même Kefsicle rouge. Allez. Oh non, non. Elle fait 4, donc le Kefsicle qui a 8 de défense rigole, alors que moi je rigole jaune, lui il rigole bien. Eh bien, elle rate, et cette fois, elle ne peut rien faire de plus et doit terminer son tour ainsi. Et justement, c'est au Kefsicle de s'activer. Donc le Kefsicle rouge s'active. Première commande, est-ce qu'il a un adversaire qui est adjacent à lui? Oui, il y a Nightingale, et il va donc effectuer une attaque sur Nightingale avec un dé blanc et un dé orange. Nightingale est dans l'eau, donc elle ne peut même pas dodge, elle doit subir l'attaque de plein fouet. Elle a 10 de défense, et il fait 12, donc il est déjà à 2 dégâts sur Nightingale, plus 2 boucliers, donc il lui fait 4 dégâts, et Nightingale passe de 15 à 11 points de vie. Puis il fait une attaque following up encore, donc c'est sa deuxième attaque, dans les mêmes conditions. Et cette fois, il refait 12, et donc il refait 12, exactement les mêmes dés, donc elle subit de nouveau 4 dégâts, et passe de 11 points de vie à 7 points de vie. J'espère qu'elle va pas mourir puisqu'il lui refait une troisième et dernière attaque grâce à sa capacité Following Up. Et cette fois, il fait 4 et 6, donc il rate son attaque. Malheureusement, Nightingale n'a même pas 2 points d'endurance à dépasser pour faire une contre-attaque. Mais ainsi se termine l'activation du Kefsicle rouge et c'est désormais au Kefsicle violet de s'activer. Ce Kefsicle violet n'a personne adjacent à lui. En revanche, juste après, il a bien Nightingale qui est à 4 de distance de lui et il va l'attaquer avec un dé blanc et un dé orange. Nightingale a toujours 10 de défense et ne peut toujours pas dodger. Et il fait 12. Décidément. Il fait 12 et 3 boucliers, donc il lui fait 5 dégâts. Et
Nightingale arrive à 2 points de vie, malheureusement, eh bien, il doit bouger pour être adjacent à la cible qui a le plus de dégâts. Donc, il va s'avancer d'une case vers elle et il va de nouveau l'attaquer. Ah là là, attention, là, on n'est pas loin de la mort de Nightingale. 5, il fait 5, donc il rate son attaque et surtout, derrière, il rate du coup la following up, puisque pour pouvoir faire une following up, il faut au moins toucher, pas forcément infliger des dégâts, mais il faut au moins toucher. Et donc il ne fera pas la tentative d'empoisonnement sur Nightingale qui s'en sort, mais alors vraiment au ras des pâquerettes, avec 2 points de vie seuls devant 2 Kevsicle qui finalement, quand ils rentrent leur attaque, peuvent faire très mal, surtout dans l'eau où on ne peut pas dodge. En tout cas, les Kevsicle ont enfin terminé leur activation, comme je disais, et Nightingale s'en sort très bien. Le dernier aventurier à s'activer pour ce tour est Rook, et je pense que Rook va faire du bien parce qu'il va vraiment venir au secours, en tout cas essayer de soigner Nightingale du mieux possible. Donc début du tour de Rook, il récupère ici 2 points d'endurance parce qu'il ne peut pas dépasser les 5 points d'endurance standard en tout cas. Donc pour sa première action, Rook va dépenser un premier point d'endurance pour se déplacer de sa valeur de mouvement qui est de 5 et il va rajouter 2 autres points d'endurance pour pouvoir arriver à 9 points de mouvement. Et il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et s'arrêter ici. C'est suffisamment prêt puisque 1, 2, 3, il a bien Nightingale dans sa sphère d'influence et va pouvoir ici dépenser 2 jetons de heal. Donc il lui coûterait normalement 2 points d'endurance, mais comme c'est pas lui qui va soigner, il les récupère. Et il va pouvoir soigner Nightingale de 12 points de vie. Ce qui va lui faire un bien fou, comme ça elle repasse à 14 points de vie sur ses 17 de départ. Et malheureusement, Rook, qui est quand même encore assez loin de Nightingale et surtout des monstres, ne peut pas faire grand-chose de plus, donc il arrête son tour maintenant. Et nous avons terminé l'ensemble de l'activation pour ce tour. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Il va y avoir un nouveau tour, c'est sûr. Bon, suivant qui va s'activer en premier, ça peut être simple, c'est-à-dire que soit on s'échappe, mais en fait, en tuant ces Kevsicle, on gagne quand même 4 points pour notre évaluation, sachant que grâce aussi au loot ici, on a gagné 5 points, et que en tuant les deux premiers Waterlords, on a gagné 4. Donc on peut essayer de faire un top score. Malheureusement, c'est vrai que les jets d'attaque sont pas trop avec nous. Bref, voyons voir. Nous allons remélanger ici les cartes d'initiative, et on verra bien ce qu'il se passe. Allez, premièrement, c'est Zek qui joue, puis c'est Nightingale, puis c'est Rook, puis les Kevsicle, et enfin Rémi en dernier. Et voilà donc le nouveau tour d'initiative, et c'est Zek qui va engager les hostilités en prenant son activation en premier. Zek commence donc son activation, pas d'effet de début de tour ou de phase de statut particulier. Donc, il rafraîchit l'ensemble de ses cartes, de ses armes, de sa discipline et récupère ici 1, 2 et un 3e point d'endurance. Il est donc à l'endurance maximum, c'est-à-dire 5. Donc, Zek ici est toujours dans l'eau. Il va devoir se déplacer grandement pour essayer de venir à proximité ici, adjacent au Kevsicle violet. C'est le chemin le plus court et je vous rappelle que dans l'eau, chaque case de laquelle on sort nous coûte 2 points de mouvement. Donc Zek va dépenser ici un premier point d'endurance pour son action de mouvement. Ça lui fait 6 points de mouvement de base, plus un deuxième point pour avoir 8 points de mouvement. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8. Et arrive donc à proximité du Kevsicle violet qui a encore ses 6 points de vie. Il va tout de suite utiliser sa compétence Bladeworks pour enclencher une attaque gratuite et il va utiliser un point d'endurance pour l'Empower, c'est-à-dire pouvoir augmenter avec le dé noir son attaque potentiellement. Il attaque avec 2 dés blancs. Voyons voir donc ce qu'il fait. Hop, donc il fait déjà 6 et 4, 10 et obtient 4 livres
avec le dé d'Empower. Donc, il n'obtient aucun symbole de plus. En revanche, il a 10 et touche le Kevsicle violet qui a 8 de défense. Il lui fait 2 points de dégâts basiquement et dépense ici 2 icônes des boucliers pour faire plus de dégâts. Il lui fait donc 4 dégâts au total. Donc le Kevsicle subit 4 dégâts et n'a plus que 2 points de vie sur ses 6 de départ. Et donc sans trop réfléchir, eh bien on actionne ici une nouvelle attaque de la part de Zek en dépensant ses 2 derniers points d'endurance. Et là, il n'a pas de quoi Empower, donc il lance 2 dés blancs et il fait 10 encore une fois. Donc 6 et 4, 10, il fait 2 dégâts. Plus on utiliserait 2 petits icônes boucliers pour faire 2 dégâts de plus, donc 4 dégâts au total, ce qui est suffisant pour détruire ce Kevsicle, le trucider, et il sort du jeu. Et on libère ainsi cet espace. D'ailleurs, Zek va utiliser ici cette carte, il va l'épuiser pour pouvoir se déplacer d'une case en diagonale. Voilà, et il se déplace tout juste adjacent au Kevsicle rouge. Il termine ainsi son activation. Nightingale est la suivante sur le front de l'initiative et elle va pouvoir jouer. Ici, Nightingale non plus pour son activation n'a pas d'effet de début de tour particulier ou de phase de statut. Elle récupère 1, 2 et 3 jetons d'endurance. Elle est à 4 points d'endurance et rafraîchit ses cartes et notamment ici Goreshot, son pouvoir magique. Nightingale est directement adjacente au Kevsicle. Elle n'a pas besoin de bouger. Juste, j'incrémente ici de 1 cran mon petit compteur qui me permet de tuer le nombre d'ennemis que j'ai tués. À l'instant, je viens d'en tuer un grâce à Zek. Donc on est à 3 ennemis tués. Et on espère bien en avoir un 4e ici grâce à Nightingale qui va dépenser, paf, 2 points d'endurance pour attaquer avec sa longsword et son talisman. Elle attaque avec un dé orange et un dé violet. Et elle empower obligatoirement cette action grâce au talisman magique. Là aussi, le Kevsicle rouge n'a que 8 de défense. Et elle fait 5, donc c'est un échec. Ok. Elle dépense de nouveau ses 2 prochains points d'endurance pour effectuer la même attaque, toujours avec les mêmes dés. Et cette fois, elle obtient bien mieux, beaucoup mieux. Elle fait donc 13, elle est donc à 5 au-dessus puisque le Kevsicle a 8 de défense et elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucliers et 4 livres. Chaque paire de livres fait 1 point de magie, 1 point de dégâts magiques, pardon, et chaque paire de boucliers fait 2 dégâts physiques en plus. Donc, on est largement au-dessus de la valeur de vie du Kevsicle. Il était à 6. Mais on est largement au-dessus et elle le tue. Bravo Nightingale, belle attaque. Bon, tu auras dépensé tous tes points d'endurance, mais c'est parfait, très belle attaque. Et comme elle a ici complètement terminé l'essaim de Kevsicle, eh bien elle a le droit d'une part de prendre une carte loot et elle obtient 9 d'argent pour le groupe. Et ici, nous augmentons notre petit compteur à 4 ennemis tués. Nightingale n'a plus de points d'endurance, donc elle termine son tour ainsi. Ici, on peut retirer la carte d'initiative des Kevsicle puisqu'ils sont morts, et c'est à Rook de s'activer. Eh bien, Rook récupère ses 3 points d'endurance, il est donc à son maximum d'endurance. Est-ce qu'il va pouvoir terminer la partie, puisqu'il faudrait arriver ici sur ce jeton exit? Il est dans l'eau et il n'y a que des cases d'eau pour arriver ici. Donc, si on compte, il doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points de mouvement pour arriver et terminer ici sur le jeton exit bleu. Or, Rook a seulement 5 points de mouvement de base. Enfin, il a 6, mais il a un tag des vies actif. Et donc, s'il déclenche, ça fait un mouvement de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il lui manquerait un point de mouvement. Donc, effectivement, il ne peut pas terminer le tour ainsi. Eh bien, il va simplement dépenser 5 points de mouvement pour faire 1, 2, 3, 4 et se rapprocher de la sortie. Mais ça sera plutôt Rémi qui va mettre fin à cette épreuve, la chambre numéro 1. En effet, Rémi, hop, s'active. Rémi récupère 1, 2,
et 3 points de stamina, d'endurance. Elle redresse sa carte de discipline et dépense 2 points d'endurance pour voler. Et elle fait donc 1, 2, 3, 4. Et boum, badaboum, termine sur le jeton bleu. Exit, elle termine son activation ainsi et déclenche la fin de ce scénario. Nous arrivons donc à la fin du scénario. Avant de révéler ce qui se passe dans la condition de victoire, puisque nous avons terminé avec un aventurier sur le jeton bleu, eh bien on va ici évaluer les points que l'on gagne. Donc pour chaque combattant que nous avons tué, et le terme combattant, je vous le rappelle, c'est le terme pour ennemi, eh bien nous gagnons 2 points de victoire. Et nous avons tué 4 ennemis, donc nous gagnons 2 x 4, 8 points pour cette évaluation. Mais nous avons aussi obtenu ici le loot bleu lorsque nous avons activé le totem bleu. Et dans ce loot bleu, nous avons récupéré une pièce qui nous a valu un bonus de 5 points. Donc au final, nous obtenons 5 plus 8, c'est-à-dire 13 points pour cette évaluation. Et nous passons à un total de 57. D'ailleurs, pour mémoire, dans ce loot bleu, nous avons récupéré le Bearer of Justice, une arme unique du niveau de loot mundane que nous allons voir et nous verrons à qui nous allons la donner. Ça, c'est ce qu'il y avait dans le coffre bleu. Nous avons aussi, en tuant les monstres, obtenu donc cette fameuse carte unique loot qui nous a valu l'arc, et nous avons obtenu 16 d'argent pour le groupe. Donc, nous allons mettre à jour ici la quantité de gold que nous possédons. Donc, nous passons à 45. Ce qui, en soi, n'est pas énorme. Parce que, par exemple, quand vous prenez ici le coût de cette arme unique, vous êtes déjà à 50. En revanche, les consommables ne sont qu'à 4. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Petite information aussi sur les cartes des loots des combattants. Eh bien, là aussi, quand vous êtes amené à effectuer l'action Restore pour vos personnages, eh bien, toutes les cartes loot que vous avez gagnées durant ce scénario, vous les remélangez dans le deck de cartes loot combattants. En revanche, tant que l'histoire continue sans de phase de restauration, eh bien, vous ne replacez pas celles que vous avez gagnées et votre deck de cartes loot diminue et vous accédez donc parfois à d'autres cartes de ce type-là. Toujours dans cet esprit de correction, eh bien, je vous ai dit au cours de la partie que les jetons heal que vous obtenez grâce à la discipline Mend de Rooks, vous les conserviez d'un scénario à l'autre. Eh bien, là aussi, c'est vrai tant que vous n'avez pas d'action restore. Si vous restaurez vos personnages, vous perdez tous les effets négatifs, mais vous perdez aussi tous les jetons d'habilité que vous aviez. Donc pour l'instant, on ne sait pas si on doit se restaurer, mais c'était pour vous préciser ce point-là. Et dernier point, en ce qui concerne aussi la fin de partie, eh bien, ici, voici l'utility core qui appartient à Zek, et je viens de me rendre compte que sur toutes les parties précédentes, j'ai oublié d'utiliser cette capacité qui indique que lorsque vous avez l'utility core et depuis le début de la rencontre, et que vous arrivez à la fin de cette rencontre, eh bien, vous gagnez un consommable, un unique consommable de votre choix, de votre niveau de loot ou en dessous, et je ne l'ai pas fait depuis le début, et cette fois, je ne vais pas m'en priver. Et comme Zek a utilisé beaucoup de consommables dans cette partie, eh bien, je vais lui récupérer ici des couteaux de lancer que je lui replace, donc, dans son équipement. Et maintenant, il est désormais temps de lire ce que nous réservent les conditions de victoire, et notamment le reward, c'est-à-dire la récompense. Et la récompense ne nous donne rien, none. Ce qui veut dire que nous ne restaurons pas nos aventuriers, nous ne remettons pas sur leur face correcte les cartes que l'on a pu avoir flippées, et nous ne récupérons uniquement que les habilités une fois par encounter. Si jamais nous avions un aventurier qui avait autant de dégâts que la moitié de sa valeur maximale de vie, eh bien, il reviendrait à la moitié de sa vie, ce qui n'est pas le cas. Rook est à 16, Rémi à 15, Nightingale à 14 et Zek à 13. Donc, il ne récupère pas de vie. Ok, donc pas de récompense. Et nous poursuivons à The Gauntlet Chamber 2, c'est-à-dire le défi, mais nous passons à la chambre numéro 2. Et voici donc ce qui attend nos 4 valeureux aventuriers pour le prochain défi, c'est-à-dire la chambre numéro 2, mais ça sera pour une prochaine vidéo.
Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît et je vous dis à bientôt.